Raphaël Glucksmann est en tête à gauche des sondages. En tête à gauche avec des électeurs de droite, donc en réalité je pense qu'il n'est pas en tête à gauche parce que je pense pas qu'il soit de gauche particulièrement, mais on va devoir parler de Raphaël Glucksmann. Vous savez qu'il y a les élections européennes qui ont lieu le 9 juin je crois. La date limite d'inscription sur les listes électorales est fixée au 3 mai, mais vous pouvez le faire sur internet si vous voulez, je crois jusqu'au 1er mai ou jusqu'au 3 mai, je sais plus trop. Je vais commencer par ça parce que c'est important, allez vous inscrire sur les listes électorales pour pouvoir voter, parce que sinon c'est les boomers et les bourgeois qui vont voter à cette élection, ce qui fait que d'ailleurs qu'il y a des gens comme Glucksmann qui peuvent arriver avec un bon score. Moins de gens votent, plus Glucksmann est haut, plus les gens qui votent habituellement en fait, qui sont plutôt des gens de droite, sont hauts. Donc pour ce faire, allez sur le site onvoteinsoumis.fr par exemple, où en fait vous pouvez vérifier facilement votre situation électorale. Vous mettez nom, prénom, sexe à état civil, date de naissance, à quel endroit vous votez, France, étranger, et souhaitez-vous rejoindre la liste insoumise pour être informé. Vous n'êtes pas obligé de faire ça, mais voilà. Vous mettez non, je veux juste vérifier ma situation électorale, ou si vous voulez rejoindre la France insoumise, vous rejoignez. Vous vérifiez votre situation électorale, et si vous n'êtes pas inscrit, vous vous inscrivez pour pouvoir aller voter. Je rappelle que envoyer un signe et dire que voilà, la France insoumise est bien placée, je pense que ça peut être intéressant. Vous n'êtes pas obligé de voter insoumis, vous pouvez voter PCF, vous pouvez voter d'autres partis de gauche, hein. Mais voilà, je pense que ça peut être intéressant, notamment parce qu'il y a Rima Hassan sur la liste insoumise, et s'ils font plus de 7%, Rima Hassan sera élu. Et donc je pense que ça peut être cool. Donc ce qui se passe, c'est que Glucksmann est en tête actuellement à gauche, parce que le PS est à 12%, la France insoumise à 7,3%, les écologistes à 5,5%, la liste NPA Hello à 1 et à 0,5%, et le PCF à 3%. Il faut vraiment voir ça en lien avec la liste Modem et l'REM qui est qu'à 18,5%. Il faut comprendre que les déçus du macronisme se reportent notamment sur Glucksmann, parce que Glucksmann est un énorme libéral qui nous fait une Macron 2.0, et c'est assez logique. En réalité, on pourrait prendre le bloc PS et l'REM et un peu de LR et se dire ça, c'est le bloc encore centriste bourgeois, même si LR est de plus en plus d'extrême droite. Vous avez Reconquête qui fait 6,5% et vous avez la liste de Bardella qui fait 32%, ce qui fait quand même assez mal. Quelques infos sur Raphaël Glucksmann qui nous ont été données par les jeunes insoumis. Ils nous disent « Ancien militant ultra-libéral, aujourd'hui tête de liste du Parti socialiste aux élections européennes, de qui et de quoi Raphaël Glucksmann est-il réellement le représentant ?» Déroulé. Depuis plusieurs années, Raphaël Glucksmann irrigue les médias de formules creuses en tout genre. À croire ses déclarations et son projet parviendra à rendre l'Europe écologique et sociale. En réalité, il plongera la France dans le chaos de la loi du plus fort. La mobilisation des agriculteurs contre les règles déloyales du marché doit nous alerter contre cette logique de concurrence sans limite. La réponse de Glucksmann est en même temps dangereux et trompeur. D'un côté, il s'insurge contre les effets de la concurrence déloyale lorsqu'il s'agit de produits venant de Chine. De l'autre, il prône l'élargissement du marché intérieur à l'Ukraine qui provoquera un dumping social sans précédent. Des mesures spécifiques pour l'Ukraine, parce que l'Ukraine c'est pas le Brésil, c'est pas la Chine, c'est pas le Venezuela ou c'est pas le Mexique. Des mesures. Voilà, c'est avoir une libre-échange avec la Chine, le Venezuela ou le Mexique, c'est pas bien. Par contre, avoir du libre-échange avec l'Ukraine, c'est très bien. On comprend pas trop sa position. On préférerait qu'il soit juste libéral à fond. À la limite, il dirait, bon, avec tout le monde, mais pourquoi particulièrement avec l'Ukraine et pas avec la Chine, Cuba ou le Venezuela? Ça n'a pas trop de sens, quoi. Alors, dans le chat, on nous dit, c'est des blancs, donc ça va. Moi, je pense qu'il n'est pas dans ce truc-là. Je vais pas lui faire ce procès-là, je pense qu'il y en a qui pensent ça, hein, des gens d'extrême droite racistes. Moi, je pense pas que ce soit ça le problème. Je pense que c'est une question d'impérialisme. Ce gars-là est toujours sur les positions de l'impérialisme occidental. C'est aussi simple que ça. Alors évidemment, vous allez me dire, oui, mais l'impérialisme occidental, il est raciste. C'est vrai. Mais je pense que lui, c'est un peu dans le sens inverse. Il y a des gens comme Conversano qui vont être plus pour l'Ukraine parce qu'ils sont blancs. Après, du coup, ils se retrouvent sur les positions impérialistes parce qu'ils pensent à la supériorité de la civilisation blanche dont l'impérialisme est une des puissances, quoi. Est un des vecteurs, quoi. Sauf que lui, je pense que c'est pas ça. Je pense que vraiment, c'est parce que c'est un énorme impérialiste et que demain, la Chine s'allie aux États-Unis et la CIA dit faut soutenir la Chine. Je pense que Glucksmann aura des chances de soutenir la Chine.
La suspension des taxes douanières de produits venant d'Ukraine a déjà des conséquences néfastes. Le miel ukrainien importé et vendu à prix cassé étrangle la production locale des apiculteurs. De même pour l'importation massive des poulets ukrainiens, une aberration écologique. Raphaël Glucksmann joue le défenseur des agriculteurs, promettant une réforme de la PAC si les sociodémocrates obtiennent une majorité au Parlement européen. En réalité, 80% des députés de son groupe ont voté pour la PAC actuelle. Le bilan, c'est l'asphyxie des paysans. Raphaël Glucksmann asphyxie les paysans, 80% des députés de son groupe ont voté pour la PAC actuelle. Même contradiction sur le marché européen de l'énergie. D'un côté, Glucksmann critique ses effets austères et s'émeut devant les commerçants qui doivent mettre la clé sous la porte. De l'autre, il déresponsabilise la Commission et refuse d'envisager la sortie de ce marché. Mais ça, c'est classique. Macron est pareil. C'est-à-dire, tu critiques un truc qui est vraiment un problème, tu fais rien. Et du coup, les gens de droite sont contents parce que t'as rien fait et t'as pas changé le système libéral. Et les gens de gauche, des fois, se font un peu gaslight parce que tu as dit voilà, que c'était pas bien quand même. Ah ouais, c'est pas bien. La guerre, c'est pas bien. Il nous fait ça aussi, Macron. C'est pas bien du tout ce qui se passe à Gaza. Bon, on va continuer à livrer des armes, mais c'est pas bien du tout. Hein. Vraiment, je suis pas très très content, quoi. Raphaël Glucksmann développe aujourd'hui un argumentaire critique des effets du libéralisme tout en préservant ses causes. Il y a quelques années, il disait son amour pour la philosophie libérale lors d'une conférence du mouvement Alternative Libérale dont il était militant. Je vais passer la parole à Raphaël Glucksmann, qui sera candidat pour Alternative Libérale et qui va nous parler de notre engagement en termes de politique étrangère. Raphaël. Bonjour. Donc, moi j'ai toujours été séduit par la philosophie libérale, mais j'ai jamais connu l'engagement militant sur le terrain politique. Je déteste ces mecs-là qui, super jeunes, sont déjà toujours là pour se présenter, pour des trucs et tout. C'est insupportable, je trouve. C'est insupportable. Je me suis engagé que dans des associations et je vais expliquer brièvement pourquoi est-ce que j'ai été intéressé par ce mouvement et par cette candidature. Je vais passer la parole à Raphaël Glucksmann, qui sera candidat pour Alternative. Nos acquis sociaux sont plus que jamais menacés. En appelant à passer à une économie de guerre, Raphaël Glucksmann entend soumettre nos vies à la préparation d'une guerre totale en dépit de tout. Contre sa vision de l'avenir, la jeunesse entend œuvrer pour la paix. Aucune alternative libérale ne répondra à l'urgence écologique et sociale. Soyons à la hauteur des enjeux avec l'Union populaire. On s'inscrit, donc ils remettent le site onvoteinsoumis.fr pour vérifier si on est inscrit, quoi. Là, il y a quelqu'un qui rappelle que de 2005 à 2012, Raphaël Glucksmann conseille le président géorgien Mikhail Saakashvili qui abolit le salaire minimum, licencie 60 000 fonctionnaires et abaisse l'impôt sur les dividendes à 5%. C'est vrai ce truc-là. Alors je sais pas si c'est sur son Wikipédia, sinon on va aller voir sur le Wikipédia de Saakashvili, mais Raphaël Glucksmann a été un grand soutien de Saakashvili, qui était d'un dictateur. Pourtant il nous fait la leçon tout le temps en disant voilà, qu'il lutte en gros pour la démocratie, pour les lumières et tout. En réalité c'est un peu étonnant. En 2009 il épouse Eka Zgouladze, vice-ministre de l'Intérieur de Géorgie, vice-ministre de l'Intérieur de l'Ukraine. Le couple a un fils nommé Alexandre, né en 2011. Il est en couple en 2015 avec la journaliste Léa Salamé, rencontrée la même année lors de l'émission On n'est pas couché. En 2017, ils ont un fils. Interrogé en 2018 dans l'émission Arte sur son profil socioculturel, il reconnaît être né dans un milieu aisé, mondialisé, déplore la fracture entre deux franges de la population française. Ok. Est-ce qu'on a les trucs avec engagement Alternative Libérale pour être candidat aux élections législatives 2007 dans la 5e circonscription de Paris, chargé de présenter le projet de politique extérieure du parti. Il intervient en tant que membre du parti en 2018 à la suite d'une altercation avec le général russe Borisov, chef des troupes d'invasion lors de la deuxième guerre d'Ossétie. Il se rend en Géorgie pour se mettre au service de Saakashvili qu'il avait rencontré en 2004 à Kiev. Son départ en Géorgie aurait également été initié par Bernard-Henri Lévy, ami de famille après un appel téléphonique. C'est étonnant ça. Cette information est étonnante. Putain, c'est quoi ce truc? D'où il y a BHL qui t'appelle, qui te dit mec tu pars en Géorgie, mais c'est la folie quand même. Qui fait ça, putain? Il écrit à cette époque au sujet de la Géorgie que le gouvernement est formé de jeunes dont la double nationalité américaine, anglaise ou israélienne fait ressembler Tbilissi à un Babel occidental, une Babel occidentale plantée au cœur du Caucase. Il ouvre une maison de l'Europe à Tbilissi. Oh là 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 là. Ah, les violons quoi. En 2009, il ouvre son conseil, il est son conseiller officiel et le considère comme avant tout un ami. Il sensibilise Saakashvili à la question de l'intégration européenne de la Géorgie et participe aux discussions avec l'Europe face à la menace du pays en affrontement direct avec la Russie de Vladimir Poutine. En Géorgie, il se flatte de servir d'intermédiaire avec le président français Nicolas Sarkozy.
et défendre l'image du pays à l'extérieur sur fond de souhait d'une adhésion à l'Union européenne, voire à l'OTAN. Il participe également à l'écriture des discours du chef de l'État. En 2012, il est marié à Eka Sgulache, ministre de l'Intérieur géorgienne, et le couple quitte la Géorgie pour l'Ukraine dans un contexte de crise politique et de protestation visant Saakashvili. Là-bas, il participe au mouvement Euromaïdan et Sgulache devient ministre au sein du gouvernement. Parce qu'elle a été ministre en Géorgie puis en Ukraine. Elle est géorgio-ukrainienne, la meuf? En 2013, Saakashvili est battu à l'élection présidentielle par le candidat pro-russe soutenu par l'église orthodoxe. Ok, donc voilà, il a soutenu beaucoup Saakashvili. Alors si on va voir Saakashvili sur Wikipédia, qu'est-ce que ça nous dit? Tac. Mikhail Saakashvili, alors, mouvement national, président de la Géorgie, relations internationales, critique. Le monopole du pouvoir par Saakashvili depuis son arrivée en 2004 a suscité quelques inquiétudes. Cependant, les droits de l'homme en Géorgie ont progressé dans beaucoup de domaines depuis l'époque du gouvernement Shevardnadze, laissant néanmoins des zones d'ombre. Saakashvili a parfois utilisé un langage agressif contre Amnesty International, comme Amnesty International l'a rapporté. Saakashvili a conseillé au ministre de la Justice d'utiliser la force pour juguler toute tentative d'émeute dans les prisons, d'ouvrir le feu et de tirer pour tuer et d'abattre tout criminel tentant de provoquer du désordre. Nous n'épargnerons pas nos balles contre ces personnes. Lors de son discours d'intronisation, Saakashvili a déclaré qu'il était temps pour le gouvernement d'avoir peur du peuple. Ok. D'accord. En 2004, une nouvelle loi sur les médias déclenche une controverse. 14 dirigeants de la société civile géorgienne et experts géorgiens écrivent une lettre ouverte au président, publiée dans plusieurs journaux nationaux, affirmant que l'intolérance envers les gens ayant des opinions dissidentes est en train de s'installer dans la politique géorgienne et dans d'autres sphères de la vie sociale. En 2006, le gouvernement annonce qu'il a empêché un soulèvement des prisons à l'échelle nationale tramé par des caïds. L'intervention policière se termine par la mort de 7 détenus et au moins 17 blessés. Bien que l'opposition parlementaire ait émis des doutes sur la version officielle et réclamé une enquête indépendante, la majorité réussit à bloquer ces initiatives. En fait, ce qui est insupportable, c'est que ces trucs-là, ça arrive aussi en Russie. Mais quand c'est en Russie, vous avez... Enfin, c'est arrivé, je sais pas si ça arrive toujours, j'imagine qu'en temps de guerre, ça doit pas être la folie. Quand ça arrive en Russie, vous avez Glucksmann qui est là, la démocratie, la Russie, c'est très très méchant, machin. Et en fait, quand ça arrive en Géorgie, bah, ce mec est conseiller de Saakashvili, quoi. C'est ça qui est insupportable, c'est ce deux poids deux mesures qui est insupportable. Le déroulement du procès pour meurtre de Sandro Girgliavni a également fait tiquer dans le pays et à l'étranger. Plusieurs hauts fonctionnaires du ministère de l'Intérieur ont été soupçonnés d'avoir joué un rôle actif dans le meurtre. Et malgré une série de démissions et de licenciements, seuls 4 sous-fifres directement impliqués dans l'affaire ont été poursuivis. De plus, l'homme d'affaires géorgien Badri Patarkashvili a affirmé que des pressions ont été exercées sur ses intérêts financiers quand la chaîne Imedi Télévision a diffusé plusieurs accusations contre certains officiels. Le 25 octobre 2007, l'ancien ministre de la Défense accuse le président et son allié d'avoir planifié le meurtre de Patarkashvili. Il a cependant avoué un peu plus tard avoir affirmé cela pour en tirer des bénéfices politiques à la demande de Patarkashvili. Je sais pas qui est de Badri Patarkashvili, je sais pas qui c'est. Ah si, c'est le même mec, mais avoir planifié le meurtre. Ah oui, d'accord, ils l'ont pas tué en fait. Ok, je comprenais pas pourquoi il était encore là. Une ONG a fréquemment dénoncé le nouveau gouvernement pour avoir amorcé immédiatement après son arrivée au pouvoir une chasse aux sorcières envers les personnalités de l'ère Shevardnadze. Nombre d'anciens ministres, administrateurs locaux, hommes d'affaires associés à l'ancien régime ont été arrêtés pour abus de pouvoir. Des organisations occidentales se sont inquiétées de la retransmission en direct de ces arrestations et des apparitions occasionnelles du président Saakashvili à la télé pour dénoncer les suspects avant même que la justice n'ait commencé son travail. Étonnant, hein. Le 30 juin 2005, la police anti-émeute et des forces militaires spéciales armées de mitraillettes dispersent violemment des centaines de manifestants qui bloquent une rue principale de Tbilissi. Donc d'accord, donc des violences avec des mitraillettes contre des manifestants. L'affaire commence en protestation contre l'arrestation de 2 sportifs bien connus accusés de chantage et dégénère rapidement en manifestation contre les autorités centrales. 25 personnes sont arrêtées, dont 5 membres des partis d'opposition. En novembre 2016, une nouvelle série de manifestations force Saakashvili a anticipé l'élection présidentielle le 5 janvier 2008. Malgré ces critiques, de nombreux commentateurs européens et américains ont continué à louer le gouvernement Saakashvili pour ses mesures hardies dans la lutte contre la corruption, ce qui a provoqué une augmentation du nombre d'enquêtes et de procès, réduisant de ce fait les abus et les mauvais traitements dans les procédures de détention préventive. Là, le statut de la liberté religieuse selon les standards américains s'est également amélioré grâce aux enquêtes et procès menés contre ceux qui harcelaient les tenants des religions non traditionnelles venus de l'étranger comme les témoins de Jéhovah, les adventistes, les mormons, etc.
Néanmoins, après la réaction de Saakashvili, plusieurs ONG dénoncent de très fortes pressions sur des membres de l'opposition exercées par le pouvoir en vue de barrer la route à l'opposition dans l'ensemble du pays, à l'exception de la capitale. Ce fut notamment le cas avant les élections de mai 2010. En 2012, la divulgation de vidéos de torture de prisonniers en Géorgie, ainsi que la réaction cynique du gouvernement ont choqué la population. C'était quoi la réaction cynique? La torture dans les prisons pourrait bouleverser. Ok. Tentative d'assassinat. Ouais, il y a eu une tentative d'assassinat contre George Bush et Saakashvili. Ok. Crise de 2007, élection de 2008, guerre d'Ossétie. Il quitte le pouvoir après 2 mandats où sa popularité va chuter. Voilà, bah ça reparle de la chasse aux sorcières, ça parle de plein de trucs. Après la présidence, exil aux États-Unis. Ouais, donc c'est vraiment un ultra-atlantiste, le gars, quoi. Sa carrière commence avec George Bush qui arrive, et après il se barre aux États-Unis une fois qu'il est viré par son peuple. Et il y a BHL qui appelle Kluxman pour qu'il aille lui rendre visite et le conseiller, quoi. Ok. Donc, Raphaël Glucksmann, il y a quoi d'autre? Raphaël Glucksmann, c'était quelqu'un quand même qui soutenait Sarkozy et qui nous expliquait que Sarkozy brisait les tabous et qui préférait Sarkozy à Mitterrand. Alors je ne porte pas particulièrement Mitterrand dans mon cœur personnellement, mais par rapport à Sarkozy quand même, je préfère Mitterrand. Raphaël Glucksmann, Sarkozy pour vous est celui qui brise les tabous. Pourquoi vous étiez là ce jour-là à Bercy pour soutenir le président Sarkozy alors qu'on vous a toujours connu plutôt à gauche? D'un seul coup, on vous retrouve carrément au meeting de Sarkozy à Bercy. Et alors, votre fils est avec vous, à Bercy ce jour-là. C'est le candidat de l'ouverture de la société française. Ça, c'est son père, du coup, à Glucksmann. C'est une dinguerie quand même, ces mecs. Dès qu'il y a un gars qui est un américanoïde, genre Sarkozy, dès qu'il y a les États-Unis dans le coup, les mecs sont là, quoi. C'est la folie. Genre, leur ligne, c'est les États-Unis, quoi. L'ouverture du marché de l'emploi contre la très grande calamité qui s'appelle le chômage qui dure en France depuis 30 ans. Il change par sa personnalité et la société change dans son rapport au pouvoir avec Sarkozy. C'est surtout le premier président qui ouvre les vannes de l'État et qui fait appel à la société civile. Le simple fait qu'on puisse nommer à la tête du Quai d'Orsay quelqu'un qui était en conflit sur la ligne de la politique africaine de François Mitterrand, ça veut dire que Sarkozy a su imposer un renouvellement. Oui, mais... Oh là 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 là. Sarkozy a su imposer un renouvellement. Mais non, mais c'est ce mec-là qui représente le PS. C'est ça la blague, quoi. C'est ça la blague. Le mec candidat pour Alternative Libérale, soutien d'un dictateur géorgien, conseiller d'un dictateur géorgien, soutien de Nicolas Sarkozy. Le PS, c'est devenu ça, quoi. Le PS, il présente ce mec-là. Et on va nous dire, je le sais, il va arriver en tête à gauche. Et on va nous dire, il est en tête à gauche. Le mec n'est pas de gauche. Il n'est pas en tête à gauche, ce type n'est pas de gauche, faut arrêter les conneries. Et les gens qui vont voter pour lui, c'est des boomers qui votent PS depuis 50 ans. C'est des boomers bourgeois qui votent PS depuis 50 ans. C'est tout ce qui va se passer, en fait. Regardez, Jean-Marie Bockel vient d'être viré parce qu'il a dit des choses désagréables sur la France-Afrique. L'enjeu, c'est de savoir si la rupture va vraiment être mise en œuvre. Je n'en sais rien. Voyez comment le culte de l'argent roi, du profit à court terme, de la spéculation, comment les dérives du capitalisme financier ont été portées par les valeurs de mai 68. Raphaël Glucksmann. Oh là 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 là, il a le même avis que Zemmour sur la question. C'est mai 68, voilà, les valeurs financières, la spéculation financière, c'est la faute à mai 68, hein. C'est la faute aux grèves ouvrières, aux accords de Grenelle, en fait. S'il y a eu des trucs financiers, quoi. En plus, la financiarisation de l'économie, ça date de bien avant mai 68, c'est ridicule. Sarkozy, pour vous, est celui qui brise les tabous, comme les leaders de 68. C'est celui qui se montre libre et insolent, comme en 68. Sarkozy, par sa personnalité, par son comportement, opère ce qu'on appelle une désacralisation de l'État. Le problème de la France et le problème justement de la génération qui a fait 68, c'est qu'ils ont laissé le rapport religieux et sacré des citoyens français à l'État français. Putain, mais le discours d'anarcho-capitaliste, quoi. Le problème, c'est l'État, hein. Voilà, le problème, c'est l'État. On sait ce que c'est quand on dit le problème, c'est l'État. Soit on a des anarchistes ou des communistes qui ont une vraie théorie de l'État, machin, d'accord. Soit on a des mecs comme lui, et quand le problème, c'est l'État, le problème, c'est le service public aussi. Le problème, c'est l'État qui lutte contre le marché, en fait. C'est ça qui est une dinguerie, quoi. Ce mec...
va être présenté, je vous le dis, comme étant leader de la gauche. Ce type n'est pas de gauche. C'est pas moi qui le dis, il est soutien de Nicolas Sarkozy, le mec. C'est vous qui écrivez. La seule question qui vaille à mes égoïstes yeux est de savoir ce que mai 68 a changé, pour moi, souligné, qui ait dû supporter 14 longues années de Mitterrand, encaisser 24 semestres de Jacques Chirac. En 1981, Raphaël Glucksmann, vous aviez 2 ans. Comment vous supportiez le terrible régime mitterrandien? Comment est-ce que vous êtes entré en résistance? Oh là 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 là, quand tu te fais humilier par Éric Nolot, c'est que ça pue la merde, hein. Le mec, il avait 2 ans quand il quand il y avait Mitterrand, il dit ouais, je dis supporter 14 années de Mitterrand. Résistance à 2 ans. Vous faisiez des sittings dans la crèche, vous faisiez des lancers de tétines. La rupture que nous soutenons chez Sarkozy, c'est la rupture avec 30 années de chômage, de blocage et de discrimination. Mai 68 expliqué à Nicolas Sarkozy, le livre des enfers par André et Raphaël Glucksmann. Mais vous imaginez ce livre des enfers? C'est ouf, hein. C'est quoi la vidéo qui a été envoyée dans le chat? Pour rappel, Glucksmann et la guerre, c'est ça? Donc Raphaël Glucksmann, donc qu'est-ce qui s'est passé? Ah ouais, c'est une vidéo de Cassandre, je vous invite à aller la voir, elle est sûrement basée, mais c'est 35 minutes, on va pas mater ça maintenant. Allez voir la vidéo de Cassandre, après celle-ci, je pense qu'elle doit être très bien, je l'ai pas vue celle-là. Putain, 1500 likes pour 18 dislikes, c'est pas mal. Donc, il y a aussi une vidéo qui fait mal, c'est que Raphaël Glucksmann, quand c'était pas lui qui était candidat pour le PS, il crachait sur le PS. Et donc, il y a une vidéo qui est ressortie. Aucune de mes connaissances qui réussit quelque chose dans son existence n'est prêt à prendre sa carte au Parti socialiste. De toute façon, moi je pense sincèrement qu'on ne leur donnera pas confiance dans le PS par exemple. François Hollande, il arrive qu'au fond, le Parti socialiste n'a déjà plus d'idées quand ils prennent le pouvoir à ce moment-là. Tout le monde a été surpris par la rapidité avec laquelle le Parti socialiste s'est effondré, mais c'est parce qu'en fait le Parti socialiste était mort depuis longtemps. Il n'était pas... Mais oui, bah il avait raison. Pour une fois, Glucksmann a raison. Je suis d'accord, moi. Je suis d'accord, il a raison, ouais. S'il n'était pas une bonne machine à investiture pour professionnels de la politique, le PS aurait implosé depuis longtemps. Alors oui, je pense que le PS, je suis désolé, je pense que le PS doit mourir. Raphaël Glucksmann, tête de liste du Parti socialiste européen. Peut-être que ça me coûtera, mais moi j'ai des convictions et des principes. En fait, je suis entré en politique pour défendre des convictions et des principes. Et donc, voilà, c'est ce que je fais. Oh là 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 là, la baudruche! La baudruche. Alors, sur cette liste, en plus, vous avez Emma Rafovitch, qui est la nièce d'Olivier Rafovitch, dont on a beaucoup parlé, qui est le porte-parole francophone de Tsahal. Alors, vous allez me dire, oui, mais elle n'est pas coupable de ce que fait son oncle. Et c'est vrai. Pourtant, je trouve que quand ton oncle est porte-parole d'une armée qui commet actuellement un génocide selon beaucoup d'observateurs et d'organisations internationales, quand il y a un nettoyage ethnique en cours et que ton oncle ment, quand il raconte tout et n'importe quoi pour essayer de défendre l'armée qui commet le nettoyage ethnique, qui commet le potentiel génocide, eh ben, ton rôle en tant que politique de gauche, c'est de le dénoncer, même si c'est ton oncle. Et le fait d'avoir quelqu'un comme ça dans sa famille et de ne pas le dénoncer clairement, moi je trouve que là ça la fout mal. C'est-à-dire qu'on n'accepterait pas on n'accepterait pas un candidat de gauche qui a un oncle qui est un type d'extrême droite raciste et qui ne dit pas clairement ce qu'il pense de son oncle et qui ne dénonce pas clairement son oncle. Donc voilà, surtout que là il le félicite, Olivier Rafovitch, mais bravo ma chère Emma. Donc voilà, donc si vous avez des gens qui veulent voter pour le PS, qu'ils sachent que c'est un espèce de sarkozyste à la tête du PS, que il y a Emma Rafovitch dans le coup, et je pense que c'est déjà 2 bonnes raisons de ne pas voter pour le PS. Sur ce, je vous invite à donner sur le Tipeee. Merci à tous ceux qui ont donné. J'ai pas eu trop eu le temps de répondre aux messages qui vont avec les dons. Désolé, je les lis en plus, mais c'est qu'en fait, quand vous êtes sur... en fait, vous recevez un mail de Tipeee qui vous donne le message, machin, et après, quand vous cliquez, ça vous renvoie, vous savez, ça ouvre Tipeee, mais à partir de votre mail, donc sur une espèce de... Je sais pas trop comment marche le serveur, mais c'est un peu pourri. Donc sinon, il faut que j'ouvre Google à chaque fois, et comme il y a quand même souvent des dons, ce dont je vous remercie, ça prend quand même pas mal de temps, donc il faut que je le fasse, mais je le fais pas tout le temps, quoi.
Donc si vous pouvez donner pour l'association, ça peut être super cool pour que on puisse payer miniaturistes, monteurs et tout. Et si vous pouvez vous abonner à la chaîne principale Pas du Ring, sur laquelle on sort du contenu plus travaillé, et sur la chaîne secondaire Pas du Stream, ça peut être vraiment cool. Sur ce, je vous dis à plus.